Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tuine uso, zizobinwa, daima na shindo tuendeleye, na kinyama na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyama na Kongo. Toyembani, loyembolo nene ya lisanga, na litundu, pesa losako, na bendele ya olope kifumu na beto Kongo. Dikabu, Kongo, ya bakulu, Kongo, oisi, Kongo, ya luzolo, Kongo, beto kefulu sangeke beto keto molange makumya satu chitalala ashiko peza makumya satu chashikumya chakashiri chashikumya chamageno wono wakujikachiji wakujira neamani yetu twendelele.
C'est une de nos mines à ciel ouvert dont le nom est KCD en français, si je peux dire ça. KCD, c'est le nom de 3 grands villages qui étaient situés pratiquement dans cette zone ici. Il y avait Dourba, qui était beaucoup plus vers la colline, Chauffeur vers ici et Karagba de ce côté-ci, en fait. Les activités de Kibali ont commencé, c'était pratiquement l'exploitation proprement dite en 2012, où on a commencé à exploiter cette mine ici, dont le gisement affleurait en surface, en fait. Un gisement qui affleure en surface, ça signifie que le corps qui contient l'or, dans notre cas ici, venait jusqu'à affleurer, donc sortir en surface, en fait. Mais maintenant, avec les études techniques et économiques, on a pu faire pour cette mine ici, on avait déterminé que la mine pouvait être exploitée à temps de la colline vers là, jusqu'au fond de la mine, c'était pratiquement 300 mètres de profondeur. Nous sommes allés pratiquement jusqu'à 300 mètres. Et à cette profondeur-là, les études ont montré que sa valeur économique, on ne faisait plus de bénéfices en atteignant cette profondeur. Maintenant, la partie restante, qui va beaucoup plus en profondeur, c'est ce que nous sommes en train de reprendre pratiquement de l'autre côté, avec la mine souterraine dont on aura le temps de pouvoir visiter également les installations qui vont beaucoup plus en profondeur, en fait. Mais maintenant, la question c'est que dans une mine, je dirais il y a 2 grands types de matériaux qui sortent, en fait. Il y a d'une part les matériaux qui contiennent de l'or, que nous appelons généralement communément le minerai, et des matériaux qui sont pratiquement à faible teneur, en fait. Ça veut dire que la quantité d'or dans ces matériaux est soit zéro, soit très faible, ou que ça ne représente pas un certain intérêt économique, en fait. Ces matériaux que nous appelons généralement stériles, en fait. Mais maintenant, tout ce que l'on tire, qu'on a tiré de cette mine ici, sans valeur, ça veut dire qu'ils ne contiennent pas de l'or, ce sont des matériaux que vous voyez là, qui ont été entreposés vers là-bas. Et tout ce qui contient pratiquement de l'or, hein, le minerai, nous les envoyons à une zone de stockage qu'on va également visiter, qui est de ce côté-là. Et on va les entreposer là-bas pour être alimentés dans l'usine, traités, et pour qu'on puisse y extraire pratiquement de l'or, en fait. Mais maintenant, quand vous regardez la mine là, votre trou, là où vous allez chercher les matériaux, soit assez stable, pour que ça ne se referme pas, ou que ça ne se referme pas, ou qu'on ait des problèmes de stabilité, au fait. En fait, on a actuellement un blast qui va se faire aujourd'hui. Un blast, ça veut dire un minage, qui va se faire à 14 heures. On va faire un tir avec l'explosif pour broyer la roche et nous permettre de pouvoir l'extraire de la mine et l'amener là où, à l'endroit qu'il faut, en fait. À 14 heures, oui. Oui, on va entendre, mais je pense qu'on ne va pas nous retarder ici. Nous allons aller de l'autre côté, dans une zone safe. On aura peut-être la chance de pouvoir entendre le bruit qui va venir de ce bruit. On n'est pas là, Pardon? Quand ça explose, personne n'est là pour voir comment ça explose. On évacue la zone. C'est pourquoi il y a la sirène qui sort ici pour demander aux gens qui sont autour de cette zone ici de pouvoir évacuer et d'aller se mettre dans une zone de sécurité, en fait, qui est d'environ 700 mètres par rapport à la zone où le blast devra se faire. Cette matière-là qui ne contient pas de l'or, vous en faites quoi? En fait, les matières que nous mettons là-bas qui ne contiennent pas de l'or, soit on utilise ça comme matériau de construction. Généralement, quand vous voyez nos fondations de nos maisons, on utilise du moellon. Donc vous pouvez prendre ces matériaux et construire avec ça la fondation. Nous, spécialement, nous les utilisons pour la construction de nos routes. Par exemple, ça c'est un exemple de ce que nous faisons avec ces matériaux. On le broie et puis on les étale sur nos routes pour avoir une route assez compétente pour nous permettre de pouvoir rouler sans qu'on ait beaucoup de problèmes. La route bétonnée là. Et pour la route bétonnée, les matériaux viennent d'un autre endroit parce qu'avant de les mettre, il y a une étude qui est faite pour étudier d'abord la composition même de ces matériaux. Mais pour la route bétonnée, nous prenons dans une des carrières qui vient Kalimva, d'où ça vient. Là, on a une roche spéciale qui est utilisée pour la route bétonnée, en fait. Ok, je pense que... Je ne sais pas s'il y a des questions ici. Non, ça va. On aura la chance de voir nos bennes. Les pelles, les bennes sont arrêtées là-bas. Les pelles ainsi dans l'autre mine. Là où on va passer un peu plus de temps à parler de tout ce qui nous concerne, de toutes nos activités, en fait. Science, planète, conscience, et ton idéal. Tu poursuivras la vérité en usant de vérité. Science,
Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tuine uzon, sizo binwa, daima na shindo tuendeleye, na kinyapa na piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kinyapa na Kongo. Toyembani, loyembolo nene ya lisanga, na litundu, pesa losako, na bendele ya olope kifumu na beto Kongo. Dikabu, Kongo, ya bakulu, Kongo, oisi, Kongo, ya luzolo, Kongo, beto kefulu sangeke beto keto morange makumya satu chitalala ashiko penza makumya satu chashikumya chakashiri chashikumya chamageno wono wakujikachiji wakujira neamani yetu twendelele.
Mesdames et messieurs, nous sommes dans une mine très très profonde. Alors, ce qui est vrai, ce que je dois dire que mes yeux n'ont jamais vu pareille infrastructure. Alors, nous sommes avec un ingénieur de mine qui va nous expliquer, d'abord nous situer où nous sommes et nous dire quels sont les enjeux. Parce qu'en dehors de ça, il y a des grands engins aussi. Il faut qu'il nous dise exactement qu'est-ce que c'est. Monsieur l'ingénieur, comment allez-vous? Ça va, ça Alors, va bien. vous venez de nous expliquer il n'y a pas longtemps, mais je voudrais savoir, parce que là, on était un peu à hauteur, mais là, on est en bas, alors vraiment au fond. Où sommes-nous exactement? En fait, là où nous sommes actuellement, c'est la mine de Gorumbwa. La mine de Gorumbwa. 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 Ok. En fait, c'est une de mines en activité dans notre site de Kibali. D'accord. Pour cette année, nous avons pratiquement 3 mines en activité. Il y a celle-ci, Gorumbwa. Il y a la mine de Kessidi, par où nous avons commencé notre visite. Et un peu plus en hauteur, il y a la mine de Sesenge qui est en activité. En fait. Alors, cette mine, c'est ici où on trouve de l'or. Si, nous extrayons de l'eau ici. Est-ce que littéralement, je peux dire que mes pieds se trouvent sur l'or? La zone où nous sommes, c'est une zone non minéralisée. Ok. Le minerai se trouve beaucoup plus concentré dans cette zone-là. Du côté, je dirais, est de la mine, en fait. Est-ce qu'on peut faire un pas, s'il vous plaît? Alors, ingénieur, dites-nous, pourquoi c'est si profond comme ça? En fait, comme je le disais au départ, on a un gisement qui affleurait en surface, mais qui s'ancre beaucoup plus en profondeur, que nous sommes en train de suivre, en train de récupérer tout ce qu'on peut en termes de minerais pour pouvoir alimenter notre usine et produire de l'eau. Alors, ça c'est Kibali. Kibali Mining. Oui, c'est Kibali Mining. Alors, pourriez-vous nous dire, c'est quoi exactement cet engin? Ceci, c'est... Il est tellement gros comme un immeuble. C'est quoi cet engin? En fait, on appelle ça une excavatrice. Ok. Hein, je dirais dans un langage très commun, nous parlons généralement de pelle. Pelle ou excavatrice. C'est un équipement qui nous permet de pouvoir prendre des matériaux, une fois que ce matériau est blasté, pouvoir les charger dans les camions qui sont en train de sortir. Et que, bon, c'est un équipement, je dirais, primaire de production en fait. Mais ça doit coûter énormément d'argent. Si, c'est un équipement comme ceci. Rendu sur site, c'est pratiquement autour de 4 500 000 $. Vous avez dit 4 millions? 4 500 000. 4 500 000 $. Oui. Et ce qui fait que, une fois que vous avez ça, vous êtes rassuré que vous allez bénéficier. Il y aura un rendement. Si. Avant de pouvoir injecter l'argent dans un tel équipement, d'abord vous devez prouver du côté de la mine. Ce sont des études qui sont faites par les géologues qu'il y a assez de réserves qui vont justifier au fait l'investissement. Alors on va marcher doucement parce qu'il se fait comme moi sur l'or alors qu'on en a besoin. Alors, toutes ces grosses pierres, je ne sais pas si on appelle ça des rochers ou des rocs, ça sert à quoi exactement? Ça vous sert à quoi après? Non, en fait, dans une mine, on a deux types de matériaux que nous extrayons. Il y a d'un côté des matériaux qui ne contiennent rien ou qui contiennent de l'or en faible teneur, que nous appelons communément West ou stérile, et les matériaux qui peuvent contenir de l'or, donc que nous appelons minéraux. Ce sont ces deux matériaux que nous sommes en train d'extraire dans cette mine ici. Est-ce que vous pouvez, ça c'est vraiment une question assez embarrassante, mais vous pouvez nous dire quand même, est-ce que vous pouvez nous dire exactement combien vous avez déjà gagné dans cette mine ici? C'est juste celle-ci. Bon, en fait, les rapports que nous faisons sont des rapports un peu plus globaux. Ça veut dire que ça tient compte de 3 mines qui sont en activité. Parce que le débouché de ça, c'est d'aller alimenter l'usine principale, où tous ces matériaux sont quelque part mélangés ensemble et on le met dans l'usine, on les traite et puis on extrait de l'or. Maintenant, des chiffres, on peut toujours vous les montrer au bureau et il n'y a pas de problème. Alors, il est 14 h maintenant, je vois encore des gens. Est-ce que l'activité est tous les jours, toutes les heures, à tout moment, 24 sur 24? Si, la mine tourne 24 heures sur 24. Nous sommes organisés en 3 postes. Il y a un premier poste qui intervient de 6 h à 14 h. Un deuxième poste qui va de 14 h à 22 h et un troisième poste qui intervient de 22 h jusqu'à 6 h du matin. D'accord. Et pourquoi je suis obligé de m'habiller comme ça? Habillé comme ça? Pourquoi nous sommes habillés comme ça? Ceci, c'est d'abord une question de sécurité. En fait, vous êtes venus dans notre zone d'activité. Dans cette zone d'activité, c'est la sécurité qui vient en premier. En quoi est-ce qu'elle est la sécurité, c'est qu'un opérateur roulant, par exemple, une de nos bennes, doit être à mesure de pouvoir vous identifier même si vous êtes loin. Et les vêtements fluorescents permet à ce que ces opérateurs puissent vous identifier même à une grande distance, en fait. Même la pour nuit. savoir, oui, même la nuit, parce que comme ça, ce sont des bandes fluorescentes
vous allez voir que ça brille. De loin, il s'est identifié, il sait voir qu'il y a une personne. Et s'il t'identifie, ça lui permet à lui de prendre une décision, soit de s'arrêter, et quelle sera son attitude pour pouvoir se rassurer que vous êtes dans une zone safe avant qu'il ne continue avec pourquoi les ça? Les casques, pourquoi? Parce que dans cette zone d'activité, comme vous voyez, nous sommes dans un trou pratiquement. Et dans un trou, il y a toujours des cailloux qui peuvent tomber à gauche, à droite. Ou pendant que les équipements travaillent, il peut y avoir toujours des projectiles qui peuvent aller de gauche à droite. Et ce casque permet de vous protéger en cas d'un projectile qui va vers qui risque de vous toucher à la tête, en fait. Ah, d'accord. Hein? Alors, mais si nous regardez par exemple ce gros camion, ce gros engin, vous avez appelé ça une benne, c'est ça? C'est une benne. Ce sont des bennes 100 tonnes. Qu'est-ce qu'elle transporte, cette benne? Qu'est-ce qu'il y a? Actuellement, dans la zone où la pelle est située, où la benne vient, on a deux types de matériaux qui viennent de là. Il y a certaines bennes qui prennent carrément de l'ouest. Il y a d'autres bennes qui prennent carrément de minerais, en fait. Maintenant, il faut voir là où la pelle est en train de travailler, qu'est-ce qui est en train de sortir actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire directement c'est quoi? Est-ce que vous pouvez le dire maintenant comme ça, non? Non, en fait, l'or, c'est un peu différent. Dans le gisement où nous sommes, c'est un peu différent des gisements du Katanga. Dans les gisements du Katanga, par exemple, dans les zones minéralisées, c'est-à-dire des zones qui contiennent le minerai, vous savez le voir visuellement, que c'est verdâtre ou ceci. Mais nous avons nos approches pour pouvoir différencier les deux types de matériaux. Parce que quand vous regardez la roche au départ, elle a la même coloration, elle a la même caractéristique, vous ne pouvez pas les distinguer visuellement. Donc on ne sait pas dire que c'est de l'or ou pas? Non, on le sait. On le sait parce que c'est l'opérateur qui est en train de charger. Lui, c'est parce qu'il sait dans quelle zone il se retrouve. Mais vous ne savez pas. Donc, comme je suis avec vous ici, je dois aller voir dans quelle zone ils sont pour déterminer quel type de matériau. Cet engin peut coûter combien? Rendu sur site? C'est autour de 1 million, 1 million 200. Donc vous n'avez que des choses d'1 million, 2 millions ici? En fait, c'est un investissement sérieux. Très sérieux. Il faut être sérieux pour pouvoir... On parle de 3 milliards et quelques d'investissement? Si, nous prenons de 3 milliards 700. Si nous prenons l'investissement depuis le début jusqu'à maintenant. Tenant compte de la mine, de l'usine, et les autres infrastructures dans la communauté, et ainsi de suite. Est-ce que la RDC peut arriver à faire ça seule, sans les entreprises étrangères? Non, mais bon, comme je le disais au départ, il y a la politique de chaque pays qui intervient dedans. Pour les pays socialistes, bon, ils ont leur manière de voir les choses, leur manière de faire. Et pour nous autres, comme capitalistes, ce sont les privés généralement qui injectent leur argent et qui prennent les risques avec lesquels les mines viennent. En fait, s'il faut mettre des investissements dans les mines, en fait. Vous-même, le Congolais, est-ce que Kibali vous entretient très bien? Kibali, est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes sécurisé salarialement, je veux dire socialement, sanitairement? Si. Kibali, c'est une mine au standard international. Et même le traitement qui accompagne les travailleurs, c'est un traitement qui tient compte de tout ça. On a des amis qui sont partis d'ici pour aller travailler dans d'autres mines. Ils sont rentrés, ils étaient satisfaits. Donc ça montre que, comparativement aux autres, nous sommes également très bien traités. Tout ce qu'on raconte sur Kibali, comme quoi elle ne paye pas bien ses agents. C'est totalement faux. Moi, ça fait 9 ans que je suis ici. Les gens, non, ça fait pratiquement 9 ans que je suis. Je suis ici. 9 ans. Je suis venu de l'université et j'ai été recruté directement juste après que j'ai fini mes études. Dans 9 ans, nous avons 12 ans. Eux, ils ont 12 ans. En fait. Donc Kibali, c'est ma toute première expérience et j'ai eu certaines offres venant d'autres entreprises. Je n'ai pas été satisfait. Pourquoi? Parce que je suis déjà assez satisfait ici. Très bien. Mais alors, monsieur le conseiller, je vais vous poser 2 petites questions, ça ne vous dérange pas? Concernant la mine, nous sommes à la mine. Ça, c'est vraiment pour les techniciens. Ah, d'accord. Une question d'ordre général, on peut le faire. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a eu des offres, qui n'en font pas mieux que Kibali. C'est pourquoi nous sommes encore là. Merci beaucoup, monsieur. Ça va, merci. Mesdames et messieurs, nous sommes sous la terre de plus de 200 ou je ne sais plus 100 et quelques mètres de profondeur sous la terre, mais c'est une mine à ciel ouvert. Ça paraît contradictoire, mais parce que simplement je n'ai pas les mots scientifiques et techniques pour justifier ou déterminer, si vous voulez, qualifier là où nous nous trouvons. Vous pouvez voir donc d'ici, on peut bien voir la hauteur d'où nous venons. On a dû faire un contour pour arriver jusqu'ici. Alors, de quoi il s'agit-il? Il s'agit finalement d'une mine. Cette mine est contrôlée par Kibali Mining. Et Kibali, c'est une entreprise qui finalement opère au Congo dans le secteur minier. Alors, il fallait que je voie cela. Je vous l'avais dit depuis un certain temps qu'il fallait que je vienne moi-même voir comment ça se passe ici. Nous sommes dans la province du Haut-Touélé, dans le territoire de Ouacha,
si je ne me trompe pas, à Doko précisément. Et ici, c'est vraiment une très grande, grosse mine, mais ce n'est qu'une des mines. Ils ont 3 mines principales. Et là, je vois des grands engins. Vous avez vu, on m'a parlé d'une pelle, et ça, c'est d'une benne. Ce sont des engins qui vous coûtent moyenne, par exemple, ce que vous voyez là, on me dit que ça peut vous coûter jusqu'à 1 500 000 $ rendus sur site. Et de l'autre côté, lorsque vous voyez ce gros engin qui finalement transporte pour charger ces engins, là on me dit que c'est environ 3 millions et quelques dollars, mais justement une seule portée, là c'est à peu près, on parle d'à peu près 30 tonnes. Donc il s'agit là des chiffres colossaux, mais surtout un très gros et grand investissement. Mesdames et messieurs, donc je vous laisse un peu voir l'état dans lequel cette mine se trouve. Ils m'ont dit aussi, l'ingénieur m'a dit qu'ils veulent casser pour que ce que nous voyons comme mur ne soit plus finalement un mur. Donc ils veulent aller de l'autre côté. Comment ça va se passer? Bon, ça on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Kibali semble prendre tout au sérieux et que les choses peuvent aller en mieux. Donc il faut juste voir comment ça va devoir se passer. Mesdames et messieurs, la balade elle est encore longue et il y a encore beaucoup de choses à visiter. Je vous invite finalement à le voir. Mais ce qu'on peut dire de façon claire, c'est qu'il y a eu un sérieux investissement de la part de Kibali. Parce que lorsque vous regardez la cité même de Kibali, là où les gens vivent, ils ont pratiquement tout prévu. Alimentation, école, hôpital, je veux dire même hôpitaux si vous voulez, des routes, des conditions assez importantes pour l'habitation, même pour le travail des gens. La sécurité, on nous a obligés de nous habiller comme ça, mais ce n'est pas que nous, mais c'est tout le monde qui est comme ça ici. Donc c'est vraiment quelque chose, un investissement sérieux. Que je pense que si tous les opérateurs miniers faisaient comme Kibali, si tous, parce que je ne suis pas allé chez tout le monde, mais si tout le monde peut faire comme ça, j'ai comme l'impression que ça peut régler beaucoup de choses. Mais en même temps, Kibali se plaint aussi de beaucoup de choses. Kibali se plaint de tous les avantages qui ne bénéficient pas jusqu'à aujourd'hui. Parce que selon les termes du contrat, lorsque vous venez dans un endroit où il n'y a vraiment pas de route, il n'y a pas d'infrastructure et que vous êtes le premier à le faire, vous avez droit aux avantages. Mais déjà, ça fait plus de 10 ans, Kibali semble ne pas toujours avoir ces avantages. Donc, on va dire que cette entreprise paye par exemple 3 millions de dollars l'an pour l'entretien de routes, mais continue encore à payer les taxes pour la même raison. Ce qui est à un moment donné étonnant, mais bon, que voulez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il comprendre la chose? Eh bien, toute la question reste entière. Et je suppose que les choses vont encore bien se passer si, bien évidemment, on ouvre l'œil, mais surtout le bon. Congo, Dikabu, Congo, Yabakulu, Congo, Oisi, Congo.
loketo molange makumi asatu chitalala ashikopeza makumi asatu chashikumya chakashidi chashikumya cha mageno wono wakujikachiji wakujira neamani yetu twendelele. Ciencia, splendeur, conscience est ton idéal. Tu poursuivras la vérité en usant de vérité. Ciencia, splendeur, conscience est ton idéal. Porte haut le flambeau sacré qui éclaire ton peuple. Ciencia, splendeur, conscience est ton idéal. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces zombies noirs, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana, Pik. Alors là, nous sommes à l'usine. On va dire ça, c'est l'usine, c'est la machine C'est l'usine. de transformation, Oui, de traitement. de traitement. Les matériaux qui viennent là, on va les alimenter. Ok. Là, on a une trémie, on appelle ça trémie doseuse. Sous cette trémie là-bas, il y a un cracheur. Ok. C'est une machine qui permet de faire une réduction dimensionnelle. En fait. Ok. C'est-à-dire broyer la roche. Parce que la roche qui vient de la mine a une certaine dimension. Pour séparer l'or avec les autres éléments, il faut d'abord commencer par broyer cette roche. Broyer pour que ça devienne de la poudre. Une fois qu'on a cette poudre-là, il faut vraiment que ce soit une poudre fine que l'on pourra maintenant attaquer chimiquement pour éliminer tout ce qu'il y a comme déchets, Ok. la gangue, et ne rester qu'avec l'élément que vous avez. Et ce qui est déversé là, c'est quoi? Ça, ce sont des étapes de broyage en fait. Donc on a une première étape qui vient d'un concasseur à mâchoire qui va aller vers là. Là-bas, en deçà de cette zone-là, il y a un autre concasseur qui est là, qui est un concasseur à cône. Donc le concasseur va casser également. Et puis ces matériaux vont être amenés vers là-bas. Sous ces matériaux, il y a une autre bande. Ah, ça d'accord. tombe là-bas et puis ça passe. Ah, il y a une sorte de tamis. Il y a une sorte de tamis qui le prend. Ok. Et on va les emmener dans les broyeurs Ok. pour faire maintenant un broyage humide en fait. Mais pourquoi c'est long comme ça? Pourquoi c'est une longue chaîne? C'est une longue chaîne parce que ça nous permet d'abord de contenir des quantités. Ok. Et puis il y a plusieurs étapes qui interviennent pour le cheminement. Mais qu'est-ce qui se passe après? Tout ça, ce volume-là, il en reste quoi après? Ce qui reste après, Ouais. donc ce qu'il y a là-bas, on va passer, on va le soustraire là-bas. Et puis être poussé. Quand vous allez un peu plus loin, il y a comme deux comment dirais-je, bandes transporteuses en fait, comme des tôles. Ces tôles là-bas, devant ces tôles, il y a des broyeurs. Ce sont des broyeurs des broyeurs où il y a des trucs métalliques à l'intérieur, ce sont des boulets à l'intérieur. On va les alimenter là-bas. Et quand ça va commencer à tourner, ça va commencer à tourner, on va commencer encore à continuer à les vraiment À le broyer davantage. pour que ce soit vraiment Vraiment une sorte de poussière. Qui va nous permettre maintenant de pouvoir avoir cette possibilité de séparer les matériaux qui contiennent l'or lui-même avec les matériaux qui l'accompagnent. Parce que je vais prendre une roche comme ça. L'or peut-être ne peut être qu'un point ici. Mais tout ce qui l'accompagne ici, ce sont des trucs sans valeur. Ah, d'accord. Il faut broyer pour que cet or puisse se retrouver à part. Et puis il y a d'autres étapes de traitement qui consisterait à le laver, à commencer à éliminer les autres matériaux sans valeur qu'on appelle gangue en fait. Il faut les éliminer, il faut les nettoyer, les éliminer pour ne rester qu'avec l'or. Et l'or dont les lingots d'or là, on a ça ici?
C'est la... Vous voyez le bâtiment où il est oui. en béton, Oui. complètement en béton. Si, c'est là que on obtient le logo. Ah. Donc le traitement ici, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Ouais. Je pense que lui qui est là-bas, il est en train de donner des D'accord. explications Ok. liées à la manière dont le processus se fait. Donc je vais aller l'écouter. Vous étiez très intéressant, donc il fallait vous écouter aussi. Waouh. Et donc toutes les choses ne sont... Sur le minerai qui contient l'or. Ah, ça contient l'or, hein? Donc l'or est contenu dans une roche, Oui. et puis il est lié à un autre élément. Ouais. Comme chez nous ici, c'est la pyrite qui n'arrive pas. Ah. Mais maintenant, il faut maintenant pouvoir... C'est comme dans une foule où vous avez beaucoup de gens Ouais. qui sont collés, vous avez besoin d'une seule personne. C'est la personne qui vous intéresse. Il faut trouver un moyen pour De se séparer des six. se séparer des autres et de tirer que ce qui vous... Soyez les bienvenus chez nous. Je réponds au nom d'Alain Mousseba. Je suis ingénieur métallurgiste de formation à l'université de Lubumbashi. Je suis ingénieur chargé de la production de l'usine de Kibali. Donc je suis technical superintendant. Ça fait déjà 8 ans que je suis dans cette usine ici. Ici, dans la section où nous sommes, dans laquelle nous sommes, c'est la section de stockage de minerais. Le minerai tout venant de la mine. Nous réceptionnons les minerais venant de différentes sources minières. Nous avons aussi les mines à ciel ouvert, comme Gorumbwada où nous venons. Nous avons Kessidi que nous avons visité également. Nous avons l'underground, c'est-à-dire la mine souterraine, qui nous fournit aussi les minerais qui juste derrière vous. Et ce minerai est stocké en fonction de la nature et en fonction de la teneur en or. Ok? Comme le géologue Jimmy Papou vous a expliqué, leur rôle c'est de rassembler ce minerai et former un mélange de minerais qui va nous permettre d'avoir la teneur moyenne de la journée ou de la semaine ou du mois. Tout dépend de ce qu'on a planifié. Donc, une fois le mélange des différentes sources de minerais est identifié, nous allons maintenant commencer à alimenter ces minerais en fonction de la teneur qui est demandée qui est guidée par la géologie. Donc il y a un géologue qui est en permanence ici, qui suit comment est-ce qu'on mélange les minerais pour que nous puissions atteindre la teneur moyenne que nous voulons. Maintenant, une fois nous réceptionnons ces minerais dans les bines ici, il y a aussi un autre target que nous cherchons, c'est le tonnage. Parce que l'or est comptabilisé par le tonnage et la teneur. Vous multipliez le tonnage par la teneur, vous avez la quantité d'or qui sera alimentée. Ok? Une fois le minerai est alimenté, là maintenant nous commençons le processus normal d'extraction de l'or. Je peux vous expliquer brièvement. L'engin, vous avez les bennes, les tracts qui viennent avec les minerais. Si vous regardez bien, il y a différentes granulométries. Nous devons d'abord réduire la granulométrie. La section qui nous permet, le procédé qui nous permet de réduire la granulométrie, c'est le crushing en anglais ou le broyage à sec en français. Ça signifie qu'on doit broyer le minerai pour libérer l'or qui est enfoui dans la roche. N'est-ce pas? C'est ce que nous faisons ici. Et ça se fait en 2 étapes. La première étape, vous voyez, il y a les jaw crushers qui réduisent de 1 mm jusqu'à 160-150 mm. Donc 1 mètre jusqu'à 150 mm. Vous voyez ce qui sort. Ça sera encore rebroyé dans une étape de concassage secondaire. Nous avons aussi des cônes là-bas qui réduisent encore ces 120 mm en moins 45 mm. Donc on réduit
la granulométrie du minerai. C'est ça que vous voyez là-bas. Ça, c'est le deuxième stock. Vous voyez, comparativement à ce que vous voyez ici, qui entre. Et ce qui sort, c'est plus fin. Donc nous avons terminé la première étape de broyage à sec. La deuxième étape maintenant, vous voyez, nous devons encore broyer trop fin pour libérer l'or. C'est ça l'objectif. Nous devons libérer l'or pour que l'or soit libre. Jusque-là, il est encore enfoui dans la roche. Ok? Nous passons encore à une deuxième étape. Vous voyez, il y a deux convoyeurs. Là-bas devant, il y a 2 broyeurs. Là maintenant, on les broie, on fait un broyage humide dans les broyeurs à boulet. Ça signifie on met de l'eau, on mélange avec ce minerai, on met des boulets qui sont des boules d'acier métallique. On le mélange dans un broyeur. Et ce broyeur va nous fournir un produit qui va aller jusqu'à 80% des produits jusqu'à 75 mm et microns. Vous voyez, 75 microns, c'est la poudre. Ça signifie nous avons une grande partie de l'or qui est libérée. En ce moment-là, dès que nous terminons cette étape de broyage, nous devons maintenant flotter ce minerai. Il y a une étape qu'on appelle la flottation. La flottation nous permet de flotter la matière utile qui contient l'or en les séparant avec la gangue qu'on appelle stérile. Ok? Cette étape là-bas est toujours dans l'usine ici. On mélange avec certains réactifs et ces réactifs nous permettent d'avoir les conditions de séparation entre les minéraux qui contiennent l'or et les minéraux qui ne contiennent pas l'or. Les minéraux qui ne contiennent pas l'or, c'est ce qu'on appelle la gangue. Et cette gangue sera directement envoyée au tailings dam, dans les bassins des rejets, là où nous stockons les rejets. Les produits qu'on a récupérés qui contiennent de l'or, nous devons maintenant passer à une étape qu'on appelle lixiviation. La lixiviation, c'est un exemple que je peux vous donner, que vous faites par exemple dans la cuisine, à la maison. Vous prenez le sucre, vous le mettez dans l'eau, vous agitez. Le sucre va se dissoudre. Quand vous regardez, ça sera l'eau sucrée. C'est ça. C'est la même chose que nous faisons ici. Comme nous sommes sûrs que nous avons flotté une grande partie d'or, on met les réactifs qui nous permettent de dissoudre cet or dans les gros tanks. Vous voyez les gros tanks bleus là-bas. C'est ce qui nous permettent, qu'on utilise comme récipient. Il y a des agitateurs qui nous permettent d'agiter pour augmenter le pouvoir cinétique pour que la réaction puisse se faire rapidement. Une fois que l'or est entré en solution, nous mettons le carbone. Le carbone, son rôle, c'est d'extraire seulement l'or. Quand vous mettez le carbone frais, c'est comme le carbone, il est comme le charbon de bois. Hein, vous voyez le charbon de bois? C'est ça le type de carbone que nous utilisons, mais celui-là, il a été fait sur base de noix de coco, pas sur base de charbon de bois et le bois ici naturel. Le carbone va seulement absorber l'or. Une fois le carbone absorbe l'or, nous passons à une étape autre qui s'appelle élition. Là, nous devons stripper maintenant, séparer encore l'or du carbone. Après cette étape, nous amenons encore une autre étape qu'on appelle élition, disons la finalité de l'élition. On met en contact le carbone avec une petite quantité de solution qui contient la soude caustique et un peu de cyanure, qui nous permet d'extraire l'or du carbone. Et une fois cette solution prend l'or, nous envoyons ça par électrolyse au gold room où va se faire l'étape d'extraction par électrolyse. L'or va coller sur les cathodes et la solution pauvre va rentrer dans les circuits. Et après un cycle bien connu, nous allons arrêter le processus pour extraire l'or et on fabrique des lingots et enfin on a le produit final qu'on appelle l'or. Ces opérations sont faites par la machine, déjà programmées, ou ce sont des humains qui manipulent ces machines? Oui, merci beaucoup pour cette question. Les machines tournent en continu. L'usine elle-même, elle tourne en continu.
Elle tourne 24 heures sur 24. Mais ce sont les humains qui contrôlent les paramètres de ces machines. Ce sont les humains qui évaluent les rendements des machines. Vous avez compris. Vous voyez par exemple, quand vous regardez ici, il y a un opérateur avec sa radio qui contrôle l'alimentation. En bas là-bas aussi, il y a un opérateur avec sa radio qui contrôle les produits qui sortent. Il peut y avoir par exemple un métal. La machine ne peut pas broyer un métal. Il faut qu'il y ait une personne qui dit « Oh, il y a un métal qui vient, c'est un corps étranger, j'arrête la machine. » De contrôle, comme j'étais en train de l'expliquer. Mais j'aimerais que mes collaborateurs m'aident aussi, d'une certaine manière, parce qu'ils sont ici à tout moment, c'est eux qui font le boulot. J'aimerais qu'ils m'aident un peu. Lui, c'est Serge Odiane. Lui, c'est Glody. Et puis, on amène la dame que vous avez vue sur la machine. Et là, je lui ai dit de venir quand même, d'être là avec vous. Il y a notre ami qui est là-bas. C'est comment encore le nom m'échappe? Tonton. Tonton. Il s'appelle Tonton. Il y a Tonton sur le Rock Break Automate. Okay. Alors, Serge va aller dans le brief. Et puis, on va procéder comme ça. On va aller avec les petites questions là-dessus. Si jamais ce que j'ai dit là n'était pas suffisant, on va essayer de se compléter dans ce sens. Yep. Merci beaucoup. Donc, vous vous retrouvez chez Kibali Goldmine. Nous sommes à Otuele. Et ici, nous sommes dans la salle de control room. Cette salle est parmi la salle la plus automatisée des mines que nous avons en Afrique centrale. Je vais me limiter là-bas, plus précisément aussi dans notre environnement. Alors ici, nous sommes en pleine opération. Nous avons souvent un nombre de 2 ou 3 opérateurs. Là, c'est le monsieur, il s'appelle Glody, il est dans les dispatchs. Les dispatchs marchent comment? Donc c'était l'ancienne façon de faire la mine. Avec la radio coordination, nous avons commencé, tout on écrivait et on suivait les programmes. Maintenant, la technologie nous a amené des logiciels que les Canadiens ont développés cette année qui s'appelle Nutrax. Avec ce logiciel nous permet qu'on ait l'identification sur toute personne qui va à la mine souterraine. Donc en même temps que nous suivons la radio, nous suivons le programme, nous sommes en mesure de dire avec précision là où se retrouvent les personnes. Et au-delà de cela, nous avons ajouté des caméras. Les caméras nous aident à avoir des précisions sur des liens stratégiques qui sont à la mine. Là, on peut avoir les problèmes de communication. On va juste regarder à la caméra et nous serons en mesure d'essayer un peu d'expliquer sans qu'on puisse contacter les gens qui sont à la mine. Alors là, vous venez de visiter les open pits, open ciel ouvert, c'est ça? Mine à ciel ouvert. Et là maintenant nous vous montrons, ça c'est juste les dessins de notre mine souterraine, de là où nous entrons. Et comme nous ramons sur les galeries qui sont là-bas en profondeur. Donc nous allons des niveaux plus élevés au niveau. Donc des niveaux plus élevés au niveau de plus bas. Vous allez voir les nomenclatures vont de 660 à 245. Donc, nous ramons en descendant et chaque niveau, nous avons des galeries. Et, par exemple, je vais vous montrer, là vous voyez au niveau de 350, il y a toute cette concentration déjà. Alors là, je vais vous ramener la galerie de 350, là où il y a plein de gens. Et là où vous voyez des casques, donc ce sont des personnes. Et là où vous voyez des signes de pneus, ce sont des engins que nous avons installés des détecteurs pour essayer un peu de traquer les mouvements et ainsi de suite. Et à côté, nous avons cette icône qui nous montre comme c'est une porte. C'est une porte, cela veut dire que c'est les ventilation, les VOD. De sorte qu'une fois qu'il y a la présence humaine sur la galerie, au niveau des niveaux, ce système de ventilation, il va se déclencher de soi-même automatiquement et il va tourner, il va envoyer de l'air. Donc ça marche un peu de la sorte. Et une fois que la personne sort, le système va identifier qu'il n'y a personne, il va se détacher, il va se déconnecter et il va se focaliser à envoyer de l'air là où se trouvent les gens. Donc ça c'est un peu en termes et en titre de l'explication de ce que nous voyons aussi devant nous. Et de l'autre côté, nous avons aussi un système de collecte
des données sur la machine avant que l'opérateur nous amène son programme de travail. Par exemple, il a fait 5 à 20 tours de là où il travaille avant qu'il arrive à la fin de la chaîne. Nous sommes en train de collectionner les données par rapport à l'aide des capteurs que nous avons installés avec le logiciel Moodtrax. Nous avons installé sur la machine et à chaque fois qu'il y a chargement et déchargement, il est en train de l'enregistrer et il nous envoie ça. Nous sommes en train d'enregistrer ça sur notre système. Dans le système d'exploitation, le système de contrôle moderne de Newtrax, il te permet exactement d'optimiser le mining. Dans le sens que, après un certain temps des opérations, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons download ces informations. On va voir avec une certaine précision combien de temps ça m'a pris d'atteindre tel ou tel autre objectif. Et ce temps-là, ou ce timing-là de quelques opérations ou de toutes les opérations telles qu'enregistrées, ça peut vous permettre de réoptimiser, n'est-ce pas, votre planning prochainement, c'est-à-dire à l'étape prochaine, quand vous voulez faire la même chose, vous pouvez vous dire, bon voilà, les informations de toute l'année par exemple, ou de 6 mois, prouvent que pour faire telle distance et mouver telle quantité de matériaux, ça nous a pris autant de temps, ok? Et donc, on utilise ça comme les moyennes pour faire avec le nouveau plan et à chaque fois optimiser nos plans quoi, dans ce sens-là. Et aussi, ça nous donne cette pluralité d'avoir la capacité d'être à la fois partout à partir de ce contrôle room, de la salle de contrôle, pardon. Donc ça nous permet de savoir si réellement les gens sont au niveau voulu, à l'heure qu'il faut. Par exemple, au début des opérations, je me rassure, est-ce que des amis qui sont en train de descendre, je vous ai dit que nous avons développé quelque chose comme 19 km. Les gens qui sont en train de descendre dans les 19 km, est-ce qu'ils sont bel et bien arrivés sur le lieu de travail en avance? Et s'ils ne sont pas là, ça veut dire qu'ils sont encore quelque part, il doit y avoir une autre raison. Il faut les trouver parce qu'ils sont descendus il y a longtemps, quoi. Trouvez-les pour qu'on voie comment on peut faire la chose. Et donc, chaque fois que quelqu'un est sur un niveau et qu'il cesse, il finit de faire ce qu'il faisait sur ce niveau, il move vers un autre niveau, la photo ou l'image qui le concerne va dans le niveau supérieur. Et donc là, ça te permet de dire non, telle personne est en train de remonter ou il est déjà à la surface, ne le cherchons pas dans la mine, il est déjà sorti. Mais comme je l'ai dit la fois passée aussi chez les amis, donc le système électronique que la technologie amène ne vient pas complètement effacer le système traditionnel du mining, comme aussi dans l'archivage. Ce n'est pas qu'on jette le système d'archivage authentique où on prend les durs, on les met, non. On fait les deux types d'archivage parce qu'on ne sait jamais. On peut manquer une information dans l'un, on balance dans l'autre. Donc, on continue à faire le même système traditionnel de l'autre côté. Le tagboard est ici, non? Voilà. Montez, quelqu'un peut m'agrandir le tagboard? Très bien. Donc ça, c'est notre système traditionnel là. Ça, c'est notre tableau de badge. Tout celui qui descend, très bien. Tout celui qui descend, il doit taguer. Moi, j'ai les miens toujours avec moi dans la poche. Donc, tout celui qui descend, il doit taguer avant d'aller dans la mine. Donc, nous avons deux types de vérification dans ce cas-ci. Ça, c'est un tableau de badge électronique. Celui-là, c'est notre physique. Donc, on peut se rassurer chaque fin des opérations. On ne tire pas dans la mine tant qu'on n'est pas sûr que tout le monde a évacué. Et on vérifie les deux. On vérifie ici, on vérifie aussi là-bas. S'il y a seulement une seule personne qui a laissé les tags, le superviseur va me joindre par la radio ou mon téléphone pour me dire on n'a pas vu encore une personne. J'ai dit cherchez-le. Et on ne tire pas. Le chef au-dessus ne peut pas me couper la tête parce que je n'ai pas tiré. Donc s'il y a quelqu'un qui a traîné dans la mine souterraine, je ne ferai pas le tir, je ne ferai pas le minage jusqu'à ce qu'il remonte. Où on le trouve. S'il a eu des malaises, on va aller le chercher. Si on l'a oublié quelque part, il n'a pas de moyen de transport, on retournera dans la mine, aller le chercher avant de tirer. De peur qu'on tire et que lui soit dans la zone de tir. Comme les gens de l'open pit, ils évacuent partout. Nous aussi, c'est notre façon d'évacuer, quoi. Donc, il y a d'autres étapes que nous expliquons. Yeah. À ce qu'il disait là-bas, le système de tag, nous avons notre chambre de lampes, qu'on appelle lampe room. Vous allez le comprendre ici, on mélange trop l'anglais et le français. Alors, pour que l'association
Et ce qui est lui, mais c'est en menace avec la lame, ça puisse se passer, donc c'est de l'autre côté. Il y a toute une salle là-bas que nous avons installée. Vous allez scanner ça et quand son nom va afficher, la lampe que vous voyez ici, c'est une lampe qui reflète. C'est conçu avec une technologie de RFID. RFID, ça peut être comme même nos cartes que nous utilisons comme carte d'accès sur les portes quand nous entrons dans les endroits sécurisés. Une fois que vous scannez, donc ça va afficher l'information, donc on est prêt à recevoir, vous allez associer. Et ce que vous voyez là-bas, effectivement, ce sont des gens qui ont des lampes comme ça. Donc une fois que vous avez ça, vous êtes en présence et nous sommes en mesure de vous traquer. Et ceci nous a sauvé dans beaucoup de cas. Au cas où nous avons par exemple l'urgence à la nuit, nous ne savons pas comment orienter l'équipe de secours, mais juste avec des lampes comme ça que les gens pensent, nous sommes en mesure de dire avec précision, écoutez, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, allez tout droit de tel niveau, et là nous voyons la présence de 5 personnes, et on peut directement commencer à éliminer les possibilités de savoir qui peut être impliqué dans les affaires. Alors en termes toujours de New Tracks, les données qui sont collectées, comme il disait, pour optimiser la mine, ce sont aussi des données qui permettent à notre équipe de maintenance, de collectionner toute alarme qui sont susceptibles pour la machine, pour nous permettre de planifier avant qu'il y ait un problème sur la machine. Donc il est en train de récupérer tout ce qui est comme problème et il amène ça au niveau des serveurs. Et l'équipe de maintenance, donc de notre workshop, ils sont là maintenant en train de traiter les alarmes que chaque machine est en train de donner. Et on sait dire que cette machine ne pourra pas attendre la semaine prochaine pour qu'elle aille à service. Donc on devait directement planifier avant qu'il soit... Très bien, ça sont les anomalies de machines, les anomalies mécaniques, etc. Et même si quelqu'un descend dans la mine avec l'intention de fainéanter, c'est-à-dire nous lui donnons un engin de production, lui il roule, il arrive quelque part, il se cache parce que c'est dans le noir. Nous, à la fin, on peut tirer un rapport et dire, bon voilà, toi tu as fainéanté avec notre machine, parce que le rapport va exactement nous dire de telle heure à telle heure le moteur tournait, de telle à telle heure le moteur arrêtait de tourner, ou de telle à telle heure le moteur tournait mais la machine ne se déplaçait pas. Et alors nous pouvons traquer cette performance-là de la machine. Et nous pouvons aussi voir lesquelles de nos machines nous avons utilisées à fond au bout d'un certain temps ou pas. Et on peut aussi se dire, bon voilà, physiquement ou concrètement, nous avons produit autant de tonnes. Et si nous prenons ces machines que nous avons utilisées et que nous nous rendons compte qu'on ne les a pas utilisées à fond, on peut encore croire que, bon voilà, si ces machines pouvaient être encore utilisées à fond, on produirait encore plus parce qu'on a l'achievement que nous avons avec l'état d'utilisation des machines dans ce sens-là. De même façon aussi, comme il a parlé le temps de fainéanter. Fainéanter quoi? Fainéanter, vous comprenez? Donc, quelqu'un qui descend dans la mine, il se cache au lieu d'utiliser la machine. Donc, il sait que je vais dire ABC, mais avec cette torche, en fait, c'est une torche, une fois que vous l'avez, il a ce qu'on appelle le motion detection. Donc, ça détecte votre mouvement du corps. Donc, une fois que vous l'avez, vous le mettez comme ça, pendant 1 minute, vous êtes parti, la torche va commencer à flasher. Elle va flasher pendant environ 30 secondes. Pour savoir est-ce que ça va ou bien vous dormez. Par prudence, si vous êtes là encore, vous pouvez bouger la tête, elle s'arrête. Mais au-delà de 30 secondes, une fois qu'elle flash et ne sent aucune réponse, cette torche va déclencher une alarme. Et cette alarme, nous allons la recevoir ici au comptoir room, en disant que non, il y a Christian Moussende là où il était parti. On ne sait pas le retrouver. Bon, peut-être qu'il y a un problème qui est arrivé. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais pour le réveiller, donc il n'est pas là. Maintenant, nous, si la personne n'a pas la radio, nous allons les cyberviseurs. On va plutôt aller à telle maison. Il y a peut-être quelqu'un qui est tombé, ou soit quelqu'un d'espèce, c'est ce qu'on appelle. Et une fois là, on arrive, on vous touche. Et voilà, donc ça peut être un problème, ou ça peut ne pas être un problème. Nous sommes dans un niveau très dangereux pour toujours être là à côté de ces
Ventilation aussi. Ici, c'est un titre de... Mais tout ce que nous faisons, c'est utiliser avec les engins. Les mêmes engins qui sont nos chargeuses, qui se reflètent là, elles sont sur mon camion. Ces chargeuses ici que vous les voyez, elles sont aussi... Avec la dame qui est là, je peux la demander de quitter les masques. Donc, nous allons partir. Donc, nous allons brancher l'automation là-bas. Qui a on a fermé les systèmes de sécurité.
je me nomme Jean-Paul Ilunga. Je suis ingénieur électricien de l'université de Lubumbashi. Ingénieur électricien de l'université de Lubumbashi. En fait, nous sommes en République démocratique du Congo et puis plus précisément dans la province de Haut-Ouélé. Ici où nous nous retrouvons, c'est au niveau de la centrale hydroélectrique d'Ambarao. Je pense, comme on venait de faire la visite partout ailleurs là, on a constaté que partout où nous sommes passés, toutes les machines, toutes les usines, donc tout ce qu'on fait comme exploitation nécessite toujours de l'énergie électrique. Ainsi, comme on l'a dit aussi le matin, nous avons différentes sources d'énergie électrique qui sont produites par l'énergie qui est produite par la centrale thermique et aussi les différentes centrales hydroélectriques. Nous avons parlé qu'on a 3 centrales hydroélectriques, la centrale d'Enzoro qui est l'ancienne, qui a la capacité de production de 22 MW et la centrale d'Ambarao, ici où nous nous situons, qui a la capacité de production de 10,5 MW. Donc, comme vous le constatez, la centrale d'Ambarao, elle est construite sur la rivière Kibali. Elle a une capacité de production, comme je viens de le dire, de 10,5 MW. Donc, là-bas, c'est l'arrivée de l'eau. Donc, la rivière arrive, donc nous amène de l'eau à partir de là. Et c'est de l'autre côté où on a barricadé l'eau. Donc, c'était ça le cours normal de l'eau avant la construction de toutes ces installations ici. Mais après la construction, on a pu canaliser notre eau dans le système que vous voyez ici, en commençant par là, que nous appelons une TEC. Ça veut dire l'arrivée de l'eau ou l'admission de l'eau dans le système, et qui est contrôlée par 5 bâtards d'eau, donc des gates que vous êtes en train de voir là-bas. Après, là-bas, nous avons le bassin, le réservoir ici que nous appelons Phobé. C'est par ici où nous stockons l'eau, qui nous permettent maintenant d'aller attaquer nos turbines qui sont dans la salle de machine là-bas, afin de pouvoir nous permettre d'entraîner nos alternateurs qui par la suite nous produisent maintenant de l'énergie. Donc ici, on a juste ce que nous voyons ici, la chambre de mise en charge de l'eau, et l'unité que vous voyez là-bas, c'est juste pour le nettoyage de l'eau, parce que des fois, il y a des feuilles que l'eau emporte et des gros arbres que l'eau amène, pour empêcher que cela puisse aller au niveau de nos machines, qui peut endommager aussi nos machines. On a l'unité là-bas qui nous appelons les décrières, qui nous aide juste à pouvoir nettoyer au niveau des surfaces des eaux, afin de permettre à ce que l'eau qui entre là-bas ne puisse pas contenir des solides qui pourront endommager nos machines. D'une manière brève, c'est un peu ça la constitution au niveau de la partie supérieure. Je pense qu'on peut aller dans la salle des machines. Là, nous allons voir maintenant toute la procédure, comment ça se passe, comment on contrôle. Vous l'avez construit quand, ce barrage ? Le barrage ici, il a été mis en service en 2017. On a fait l'appel à la main-d'œuvre extérieure. Il y avait eu aussi des Congolais, l'ensemble. Il y avait beaucoup d'entreprises qui ont participé à la construction. Principalement, ce barrage fournit, sert à envoie l'électricité dans quelle partie exactement de la ligne ? Donc, comme je vous ai dit, on a 3 barrages, plus la barrage, donc plus la centrale thermique. Le 4, on combine ça ensemble pour nous donner, donc pour pouvoir alimenter ce que nous appelons la sous-station mère. À partir de là, nous distribuons l'énergie partout dans la mine. Donc, elle aussi, elle contribue à l'alimentation de la mine comme tous les autres barrages. Donc, vous l'avez construit dans la rivière, c'est une rivière? Oui, on a construit ça sur une rivière. Cette rivière va jusqu'en dehors? Donc, cette rivière, après, ici, ça entraîne encore, donc ça alimente encore une autre centrale que nous appelons la centrale d'Azambi. Et de là, donc, ça va rejoindre son cours normal. C'est que les rivières congolaises sont poissonneuses. Il n'y a pas de poissons ici, il n'y a pas de pollution. Il y a les poissons qui sont là et je pense qu'il y a les il faut même de la pêche. Les week-ends, vous pouvez trouver les gens en train de faire la pêche ici, des pollutions. Mesdames et messieurs, nous sommes en plein cœur du barrage
en Barao et je reçois donc encore une fois les explications de l'ingénieur Jean-Paul. Il va nous conduire dans la salle des machines et c'est là qu'on va voir. Vous entendrez certainement le bruit et bien évidemment on est en plein barrage dans la machine. Ingénieur, comment allez-vous? Alors, après toutes les explications que vous nous avez données dehors, on sera obligé de parler un peu plus fort parce qu'on est dans la machine. Alors là, nous sommes dans la salle des machines. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? C'est ici le moteur, je veux dire, le cœur du barrage. Effectivement, c'est ici le cœur du barrage. Oui. Donc, comme on vous a expliqué au-dessus là-bas, il y a l'eau qui entre par les guettes qui sont au-dessus. Et l'eau est admise à partir de nos canaux d'amener qui sont construits comme des penstocks ou des conduites forcées. On a fait des conduites forcées au-dessus là-bas qui viennent ensuite, donc ça passe par là, pour venir attaquer notre turbine. Donc ce que vous voyez ici, c'est ça la turbine. Ce qu'on appelle une turbine, c'est ça la turbine? Oui, donc d'accord. Dans cette salle, ok. Il y a la première et la deuxième. Et ce sont des turbines de type Kaplan. Et ça veut dire quoi en termes clairs? Donc en termes clairs, ce sont des turbines dont la régulation s'est fait doublement. Donc il y a la régulation au niveau de l'admission de l'eau et aussi qui s'est fait à partir des... Vous voyez le volant là-bas que nous appelons le cercle de vannage qui permet l'admission de l'eau au niveau de la turbine et ensuite à l'intérieur il y a ce que nous appelons la roue et cette roue aussi elle est composée des orbes et ces orbes-là sont aussi réglables. Voilà pourquoi nous disons que c'est une double régulation qui est en train de se faire. Et qu'est-ce qui se passe si une turbine cède? Donc si une turbine cède, on fait normalement la maintenance, on doit la réparer. Mais quand l'une seulement cède, on peut tourner avec l'autre parce que ça tourne indépendamment l'une de l'autre. Est-ce que lorsqu'une turbine, comme ici on m'a dit que c'est 10 MW, donc est-ce que les deux turbines se partagent 5 mégas, 5 mégas? Effectivement, chaque turbine a une capacité de production de 5 mégas. Alors, est-ce qu'on peut avancer un peu plus là-bas pour voir? Mesdames et messieurs, je suis obligé de parler plus fort parce qu'on est alors dans la salle des machines d'une des centrales de Kibali où on nous offre la possibilité de voir comment on produit l'électricité. Alors ici c'est quoi? Donc ce que vous voyez ici, c'est le multiplicateur de vitesse. L'eau qui arrive au niveau de notre turbine est en train de faire tourner les shafts ou l'arbre de la turbine à une vitesse de 150 tours par minute. Maintenant, notre générateur, celui-là, celui qui est en bleu, c'est ça le générateur qui nous permet maintenant de produire de l'énergie. Oui, par rapport à ces caractéristiques ou ces specs, il tourne à 750 tours par minute pour nous produire une fréquence de 50 Hz. Maintenant, c'est cette unité en rouge ici qui est le multiplicateur de vitesse qui nous permet d'adapter cette vitesse de 150 à 750 afin de pouvoir nous permettre de produire l'énergie à la fréquence de 50 Hz. Donc ça c'est le multiplicateur de vitesse et l'autre c'est l'alternateur rouge générateur. Donc autant on a ça pour cette turbine, on a la même chose pour l'autre turbine. Effectivement. Alors, est-ce que techniquement, si nous perdons cette turbine, nous gardons l'autre, nous baissons en capacité? Donc si nous perdons les deux turbines, ça veut dire qu'il n'y aura pas de production. Donc nous baissons la capacité de puissance qu'on a besoin de l'autre côté, mais vu qu'il y a une combinaison, les trois centrales plus la centrale thermique sont connectées sur un même jet de barre pour donner maintenant l'énergie sur la sous-station mère qui nous permet de faire la distribution. Ça veut dire, même si cette centrale est à l'arrêt, les deux autres centrales hydroélectriques plus la centrale thermique peut nous permettre de pouvoir suppléer en énergie électrique sur les réseaux. Alors, l'eau que j'ai vue suinter ici, c'est pas très dangereux. J'ai vu l'eau suinter de l'autre côté. Est-ce que ce n'est pas dangereux l'eau qui suinte là-bas? Non, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Il y a